Réaction. Oui, Noël Léonard a raison. En fait, la réalité, je reviens sur ce qui a été dit, c'est que la libération de Boualem Sansal, ça ne sera jamais un cadeau que nous fera l'Algérie, c'est une exigence qu'on doit leur imposer. Et pour cela, moi, j'entends ce que vous dites sur il faut utiliser les voies de la diplomatie, mais dans le monde des relations internationales, d'autant plus lorsqu'il est conflictuel comme il l'est aujourd'hui, depuis notamment la fin des années 90, on est dans une logique où justement la diplomatie ne peut pas se faire sans armes, la diplomatie ne peut pas se faire sans atouts stratégiques. Or, le problème, c'est qu'aujourd'hui, la méthode forte n'a jamais été appliquée par la France vis-à-vis de l'Algérie parce qu'on s'est trop laissé marcher dessus par ce régime politique. On se fait promener. Depuis 1962, on se fait promener. La repentance mémorielle et qui utilise en partie une partie de la diaspora algérienne en France pour pouvoir faire pression sur les gouvernements français. Et je pense que c'est ça le problème. Donc la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, le régime algérien, lui, a des atouts stratégiques par rapport à la France. Et nous, on est incapables aujourd'hui d'imaginer mettre en place des mesures beaucoup plus coercitives vis-à-vis de l'Algérie pour pouvoir justement faire respecter ce que nous, on imagine comme étant des libertés fondamentales pour nos intellectuels. Et je pense que c'est ça le sujet aujourd'hui. Et c'est ça que les Français ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas qu'aujourd'hui, un président français n'arrive pas à faire appliquer ses décisions, sa volonté à un pays aussi souverain soit-il qu'est l'Algérie. Eh bien, on va revenir dans quelques instants. Mais on l'aurait remarqué depuis un moment, honnêtement. Le problème qu'il y a, et j'entends ce que vous dites sur la relation bilatérale entre la France et l'Algérie, mais c'est qu'aujourd'hui, cette relation-là est beaucoup plus néfaste pour la France que pour l'Algérie. Et c'est ça notre... Mais vous en savez quoi, en fait. Bien sûr, mais je vais prendre des exemples. Je vais prendre des exemples. Un exemple tout simple. La France a payé le prix des réparations après la politique de colonisation, et c'est normal, dans les années 60, 70, 80. Aujourd'hui, par exemple, vous avez une surpopulation carcérale dans notre pays. 5% des prisonniers en France sont algériens, et le régime algérien refuse de reprendre les criminels algériens ou les OQTF. 0,2% des OQTF exécutés à destination de l'Algérie sont acceptés par le régime algérien, alors que la population algérienne est beaucoup plus importante dans notre pays que les autres populations étrangères. Donc ce n'est pas normal aujourd'hui que les Français payent à la fois le prix de la criminalité des ressortissants algériens sur leur sol et qu'ils payent aussi les frais d'incarcération. Une mesure toute simple que d'ailleurs a fait certains États, notamment par exemple les États-Unis de Donald Trump vis-à-vis du Mexique, c'est qu'ils considéraient que l'immigration mexicaine ne coûtait beaucoup plus aux États-Unis qu'elle ne leur rapportait, et donc ils ont fait payer la construction du mur et ça a fonctionné. Au Texas. Et ça a fonctionné. Bien sûr, l'immigration mexicaine a baissé. Et donc ensuite, après, je terminerai dessus en disant que justement, aujourd'hui, le principe de réparation qui est cher dans les relations internationales, dont vous parlez souvent, est un principe qui doit être qu'aujourd'hui, c'est à l'Algérie qui devrait payer les frais d'incarcération des ressortissants algériens en France s'ils ne veulent pas les récupérer. C'est des principes de base qui doivent permettre de sous-tendre une relation bilatérale d'égal à égal entre l'Algérie. Il ne s'agit pas de mettre l'Algérie en dessous de la France, c'est une relation d'égal à égal. Si vous nous causez des torts, vous les réparez, comme nous, la France, pourrait le faire avec d'autres pays. Alors, Nabil. Nous, on travaille beaucoup sur les modèles justement migratoires de tous les pays occidentaux. Donc, on a regardé l'Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni et puis les autres pays européens notamment. Et en fait, on s'est aperçu d'une chose, c'est qu'il y a un effet quand même psychologique qui est fort sur la politique migratoire. Je peux donner un exemple de cela. C'est que lorsque Donald Trump est élu président des États-Unis en 2016, du coup, avant vous savez qu'il y a à peu près 2 mois entre le moment où il est élu et l'investiture, on avait déjà observé une baisse significative de près de 20% des demandes d'immigration légale vers les États-Unis. Donc ça montre bien qu'il y a quand même un effet dissuasif. Si vous avez un logiciel... Oui, mais là, on parle d'immigration illégale. Là, on parle d'immigration illégale. Vous ne pouvez pas prendre un exemple. Je vais prendre un autre exemple ensuite après pour illustrer mon propos. C'est la question de l'Australie et même de Giorgia Meloni. On voit bien qu'avec un discours ferme sur les questions migratoires, l'immigration illégale a baissé sur Giorgia Meloni, ne vous en déplaise, et de la même façon aussi en Australie. L'autre point ensuite après qui est de dire, c'est qu'une fois qu'on a un logiciel politique qui est effectivement de fermeté à l'égard des migrants, notamment des migrants clandestins, on peut se dire effectivement que de toute façon l'immigration venant des pays du Sud vers les pays du Nord va continuer à arriver parce que c'est les différents rapports des grandes institutions internationales qui disent qu'il y a 100 millions de migrants chaque année qui traversent le monde. Malgré cela, vous avez ensuite après la question de l'efficacité des mesures. Et l'efficacité des mesures, là, c'est de prendre en compte la considération de la protection des frontières. Et donc, au niveau européen, c'est pour ça qu'il faut aller sur des mesures qui sont beaucoup plus fortes, notamment la question d'un blocus naval, notamment en mer Méditerranée, ou même, par exemple, la constitution de murs. Les constitutions de murs, on a vu quand même que ça a fonctionné. Ça fonctionne en Hongrie, ça fonctionne aux États-Unis. Peut-être que c'est aussi vers cela que les pays européens qui veulent aujourd'hui davantage
contrôler l'immigration plutôt que la subir, doivent se tourner pour pouvoir justement compléter des mesures de campagne d'affiches qui sont pas mauvaises en soi, mais qui sont pas, qui vont pas efficaces, voilà, pas tout à fait efficaces. Françoise. Oui, il peut pas y avoir. Oui, mais l'expérience que vous soulignez, Thierry, c'est pour moi. C'est du vécu. Hein. C'est du vécu, et c'est surtout le plus J'étais révolté. C'est qu'en fait, la fraude sociale, ça tue la confiance qu'on peut avoir dans le modèle social français. La fraude sociale, donc là on est sur l'assurance maladie, mais la fraude sociale au global est évaluée par le magistrat Charles Prats de l'ordre de 30 milliards d'euros. 30 milliards d'euros de notre modèle social qui est dévoyé en fraude. Chaque année. Donc avec 30 milliards d'euros, pour donner un ordre de grandeur, c'est quasiment l'équivalent du budget du ministère de l'Intérieur, pour donner un ordre de grandeur. Chaque année, on perd cet argent-là. Le problème, c'est que, et vous venez de le dire, c'est qu'en fait, il y a de moins en moins de Français qui travaillent, il y a de moins en moins de Français qui donc payent le modèle social, un modèle social qui est de plus en plus dispendieux, puisque depuis 1980, la France a augmenté de manière énorme son niveau de dépenses sociales. On est passé de près de 15% de dépenses sociales en 1981 à 33% aujourd'hui. Donc comment vous faites aujourd'hui pour faire vous augmenter le niveau de dépenses sociales et la fraude augmente mécaniquement. Et donc le problème qui se pose, et surtout vous faites ça sur le dos de très peu. Et la réalité, c'est que les fraudeurs ne sont pas ceux qui cotisent pour le système. Et c'est ça le problème en fait aujourd'hui. C'est que la promesse du modèle social français, c'est de dire que, et notamment sur la maladie, c'est qu'on mutualise, chacun cotise pour pouvoir prendre les dépenses de santé de tout le monde. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, des gens en profitent. Ensuite, après, une fois qu'on dit qui en profite, donc ce sont soit des professionnels de santé directement en surfacturant, etc., soit des assurés, entre guillemets, donc des patients qui fraudent également. Il faut traquer la fraude jusqu'au bout. Et il faut faire de cela une priorité nationale, parce que sans cela, vous allez avoir une baisse du niveau de confiance des Français à l'égard du modèle social et donc de l'impôt, parce qu'aujourd'hui, on se fait spolier notre argent pour payer un modèle social qui est généreux pour la terre entière et surtout qui génère beaucoup de fraude. Frédéric Bizet. Et pourtant, l'industrie militaire française, aujourd'hui, dans le CAC 40, a augmenté la valorisation des actifs militaires a augmenté de plus de 20%. Ça montre bien que, quand même, s'il y a une volonté politique, elle peut être rentable, on va dire, pour les gens qui investiront sur l'industrie française militaire. Non, le point qui est quand même important, c'est que est-ce que l'Europe doit passer en économie de guerre ou se réarmer au service de l'Ukraine ? Pardonnez-moi de le dire, c'est quasiment fini en fait. Il aurait fallu le faire il y a déjà, au début du conflit, il y a au moins 2 ans. Parce que la réalité, nous on avait travaillé sur cette question-là de le passage en économie de guerre il y a déjà plus de 2 ans. C'était quelque chose, et on était du coup d'accord avec le président de la République, c'était qu'aujourd'hui, pour que l'économie française puisse se réarmer et passer en économie de guerre, il faudrait entre 4 à 8 années. Or, nous, quand on a travaillé sur le modèle d'économie de guerre, notamment, on a regardé ce qu'avait fait Franklin Delano Roosevelt. Il arrive à basculer en économie de guerre en moins de 2 ans avec la puissance américaine. La France l'a fait avant la guerre de 39-45 avec Daladier, mais on a mis 3 à 4 ans. Aujourd'hui, pourquoi on met autant de temps à passer en économie de guerre et à se réarmer ? Si on devait passer en économie de guerre, c'est que trop de gens ont désarmé notre économie et ont désarmé notre industrie militaire. Aujourd'hui, on peut pas dire, comme Raphaël Glucksmann, il faut basculer en économie de guerre pour aller soutenir l'Ukraine et battre la Russie, alors qu'on est, par exemple, pour la retraite à 60 ans. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'on va faire l'économie de guerre alors que l'on est pour la semaine à 35 heures. On ne peut pas dire qu'on va faire l'économie de guerre sans industrie. On ne peut pas faire l'économie de guerre sans militaires. Or, aujourd'hui, trop de gens, et c'est le problème de la France, c'est que depuis 40 ans, trop de responsables politiques ont tué ce qui permettait justement de réarmer le pays. Et j'en terminerai dessus, parce qu'aujourd'hui, un pays qui est réarmé, c'est pas pour attaquer les autres, c'est pour au moins se défendre, c'est pour être respecté. La France du général de Gaulle, c'était 5,4% de dépenses militaires dans le PIB. Et elle était respectée à ce moment-là.